Salut à toi public. Dans cette vidéo, nous allons comprendre le principe de la spectro dans le domaine du visible. C'est le même principe de fonctionnement dans les ultraviolets. Alors, je vais prendre l'exemple avec la petite animation suivante qui est plutôt bien faite. On a ici une cuve contenant une solution. Là, j'ai pris en l'occurrence du chlorure de nickel. On peut prendre ce que l'on veut. Alors, dans cette première partie d'explication, je vais développer ça avec du sirop. Tiens, voilà. Mettons qu'on prenne une solution de sirop. Cette solution de sirop, elle est contenue dans un verre. Donc le verre, il peut être plus ou moins épais. Cette solution de sirop, elle peut également être plus ou moins concentrée. Si j'augmente sa concentration, effectivement, on voit qu'à l'intérieur du verre, la solution est plus foncée. Si je la diminue, c'est plus clair. Bon, ça c'est somme toute assez logique. Le principe de fonctionnement de la spectro est le suivant, c'est qu'on va faire passer de la lumière à travers ce verre, ou cette cuve. Dans le cadre d'un TP, ce sera une cuve spectro. On va faire passer cette lumière à travers une cuve et on va mesurer le flux lumineux derrière. Et puis on va mesurer finalement la capacité qu'a cette solution à absorber la lumière. Alors on voit ici que effectivement le flux lumineux est moins important que celui émis par la source. Ça veut dire qu'une partie du rayonnement a été absorbé par la source. Alors il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Il y a évidemment l'épaisseur de cette cuve. Plus la cuve est épaisse, moins il y a de lumière qui ressort, et plus l'absorbance ici est importante, et plus la cuve est étroite, et plus il y a de lumière qui ressort, et plus l'absorbance de la solution est faible. Alors il y a un autre paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est que cette solution elle est colorée. Alors pourquoi est-ce qu'elle est colorée? C'est justement parce qu'elle va absorber une partie de la lumière blanche. Dans le principe du spectrophotomètre, ici, on voit qu'on peut régler la longueur d'onde de travail. Là, je l'ai fixé à 425 nanomètres, mais on peut très bien changer la longueur d'onde de travail de notre spectro. Alors, je vais revenir sur le principe de fonctionnement du spectrophotomètre avant de revenir sur cette petite application. Alors, je passe en plein écran. Voilà. Donc, une solution, elle est capable d'absorber. Donc, si on l'aperçoit verte, ici, comme c'est le cas du chlorure de nickel, ça veut dire qu'elle est capable d'absorber des longueurs d'onde qui sont de l'autre côté du cercle chromatique. Ceci est un cercle chromatique. Donc, si je l'aperçois verte, c'est qu'elle absorbe le rayonnement dans le rouge, c'est-à-dire aux alentours de 750 nanomètres. Si je l'aperçois orange, ça veut dire qu'elle absorbe dans le bleu, et inversement, si je l'aperçois bleu, ça veut dire qu'elle absorbe les rayonnements dans l'orange. Alors, le principe de fonctionnement d'un spectrophotomètre, il est le suivant. On a de la lumière blanche qui est émise, par une ampoule, qui va émettre un rayonnement avec un spectre continu d'origine thermique, c'est un filament incandescent. Ici, on a un réseau. Ce réseau, il va permettre de disperser la lumière, c'est-à-dire que chacun des rayonnements va prendre une direction différente en fonction de sa longueur d'onde. Là, on a un monochromateur qui permet de sélectionner finalement qu'une seule des longueurs d'onde à la sortie du spectrophotomètre. Alors, le principe de fonctionnement de ce spectrophotomètre, c'est qu'il va falloir travailler, si on veut mesurer l'absorbance d'une solution, il va falloir choisir une longueur d'onde. Alors, l'idée, c'est finalement de pouvoir à la fin déterminer la concentration de la solution. On a vu que plus la solution était colorée, plus c'est concentré. La spectrophotométrie permet de déterminer les concentrations des solutions avec une relation que l'on va aborder juste après. Alors ici, la première étape quand on va faire de la spectro, ça va être de balayer l'ensemble des fréquences, l'ensemble des longueurs d'onde du domaine du visible, et de regarder comment se comporte cette solution vis-à-vis de chacune de ces longueurs d'onde. Quand on effectue le tracé, qui est ici, on s'aperçoit qu'en fonction de la longueur d'onde, l'absorbance de la solution n'est pas la même. Alors, voilà, je vais essayer ah non, j'arrive pas à enregistrer mon spectre. C'est bon, ça a enregistré le spectre, mais j'arrive pas à le bloquer. Bon, peu importe. Ici, on s'aperçoit que l'absorbance évolue en fonction de la longueur d'onde, et qu'il y a une longueur d'onde pour laquelle l'absorbance est maximale. Et c'est cette longueur d'onde-là que l'on va choisir. Pourquoi est-ce qu'on va choisir cette longueur d'onde-là? Parce qu'on sait que la lumière
la quantité, le flux lumineux qui va sortir de la cuve va dépendre finalement de sa concentration. Donc on a envie que cette solution elle absorbe. Si on se place à une longueur d'onde, par exemple au tout début du graphique ici, là, si on se place à une longueur d'onde pour laquelle la solution n'absorbe pas, et finalement le rayonnement il va ressortir de la cuve quelle que soit la concentration, puisque cette solution n'est pas capable d'absorber ce rayonnement. Donc il faut vraiment choisir la longueur d'onde pour laquelle l'absorbance de la solution est maximale. Donc c'est pour ça que la première étape, c'est de faire un balayage de la totalité des longueurs d'onde. Alors, revenons maintenant sur une loi essentielle liée à la spectroscopie, la spectrophotométrie dans le domaine visible, c'est la loi que l'on appelle la loi de Beer-Lambert. L'absorbance, qui est donnée pour une longueur d'onde lambda, elle dépend de 3 paramètres. C'est la concentration, bon, on s'en doute bien, on a parlé du sirop, plus il est concentré, plus l'absorbance va être importante. L, c'est la longueur de la cuve, on l'a fait aussi tout à l'heure, plus la longueur de la cuve est importante et plus l'absorbance est importante. Et il reste ici un petit coefficient qu'on appelle le coefficient d'extinction molaire, epsilon de lambda. Le coefficient d'extinction molaire, c'est ce que l'on vient de voir dans le graphique ici. Ce coefficient d'extinction molaire, il permet de caractériser la capacité qu'a la solution d'absorber à une certaine longueur d'onde. Par exemple, ici, au tout début de la courbe, ce coefficient d'extinction molaire, il est très faible. Alors que ici, lorsque l'on va se placer à la longueur d'onde pour laquelle l'absorbance est maximum, ce coefficient d'extinction molaire, il va être beaucoup plus important. Donc ça dépend de ces 3 paramètres-là. Et une autre caractéristique, c'est que on s'aperçoit que si on travaille avec des cuves spectrophotométriques de longueur fixe et à une longueur d'onde fixée, celle pour laquelle l'absorbance est maximum, et dans ce cas-là, on a une relation de proportionnalité entre l'absorbance et la concentration. Alors on va revenir sur la petite application, histoire de vérifier ça. Alors déjà, on va choisir la longueur d'onde pour laquelle l'absorbance est maximale. Je vais me mettre sur une longueur de cuve intermédiaire, à peu près 1 cm pour la longueur de cuve, voilà. Et on va regarder le comportement à longueur de cuve fixe et à concentration fixe. On va regarder l'influence de la longueur d'onde. Donc ici, je suis à 400, allez, on va se mettre à 400 nanomètres. L'absorbance est à 0,46. Je vais balayer petit à petit et on s'aperçoit que l'absorbance augmente. Elle passe par un maxima d'ailleurs à 1,54. On continue. Là, l'absorbance, elle est quasiment nulle. Ça veut dire que le coefficient d'extinction molaire est très très faible. Et là, finalement, quelle que soit la longueur de la cuve, je peux changer la longueur de la cuve, on s'aperçoit que l'absorbance ne varie pas dans des proportions très importantes. Donc ça, c'est pas une situation qui est intéressante en spectrovisible. Je poursuis ici le balayage en fréquence. On s'aperçoit que l'absorbance augmente dans le rouge, mais on est loin du maxima que l'on avait obtenu dans cette zone-là où on était sur des valeurs d'absorbance qui étaient beaucoup plus importantes. Alors j'essaie de le régler, voilà, à peu près à 1,50, à 429 nanomètres. Voilà. Donc finalement, c'est à cette longueur d'onde-là qu'il va falloir travailler aux alentours de 430 nanomètres. Notre cuve, ici, une fois qu'on a réglé ça, c'est la première étape, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre cuve, plus sa taille va être importante et plus l'absorbance va être importante. On a vu qu'il y avait une relation de proportionnalité. Si je double ici la longueur de la cuve, normalement l'absorbance devrait doubler. Voilà, on arrive ici à une absorbance qui est à peu près le double de celle qu'on avait tout à l'heure. Pareil pour la concentration. Sur la concentration, si je diminue la concentration, l'absorbance de la solution va diminuer. Il y a moins de chlorure de nickel susceptible d'absorber le rayonnement dans la solution, donc c'est logique que ça absorbe moins. Donc je reviens sur des valeurs un tout petit peu plus importantes de concentration. Voilà, on voit que l'absorbance est très liée à cette concentration. Voilà, ça c'est pour le principe de la mesure en spectrophotométrie. Donc en 1, faire un balayage de l'ensemble du spectre qui est possible par le spectrophotomètre, et puis choisir la longueur d'onde pour laquelle l'absorbance est maximale. Maintenant, on va revenir sur le diaporama pour finalement essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut exploiter cette loi de Beer-Lambert ici. Une fois qu'on a fixé notre longueur d'onde et
que l'on travaille avec une longueur de cuve constante, eh bien, on a cette proportionnalité entre l'absorbance et la concentration. Alors, comment est-ce qu'on fait ça concrètement en TP? Eh bien, c'est très simple. Là, j'ai pris dans cet exemple de TP une solution de sulfate de cuivre. Ça, c'est un enregistrement de l'absorbance fonction de la concentration. Donc, le sulfate de cuivre, c'est une solution qui est bleue. On s'aperçoit qu'il absorbe pour des longueurs d'onde qu'il absorbe beaucoup dans les longueurs d'onde qui sont comprises entre 750 et 800 nanomètres. Donc là, la longueur de travail, je vais la choisir forcément dans les grandes longueurs d'onde, aux alentours de 790, 800 nanomètres pour le spectrophotomètre. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, sur la loi de D'Alembert, je vais faire des solutions d'étalonnage, parce qu'on a vu qu'il y avait proportionnalité entre l'absorbance et la concentration. Donc, pour faire ces solutions d'étalonnage, je vais prendre une solution mère de sulfate de cuivre, dont je connais la concentration. Alors, l'idée, c'est de faire toute une gamme étalon, d'avoir plusieurs concentrations de solutions filles et de mesurer l'absorbance afin de tracer un graphique. Alors, je te propose dans un premier temps de préparer une solution fille dont la concentration est de 8/10 de la concentration mère en sulfate de cuivre que je connais ici. Alors pourquoi est-ce que j'utilise des burettes? Simplement parce que dans le cadre de la spectroscopie, la spectrophotométrie, on va utiliser des petites cuves dont le volume est très petit. Donc ça sert à rien de préparer des grands volumes de solution avec des fioles jaugées. C'est pour ça qu'on utilise plutôt deux burettes graduées, une avec de la solution mère et l'autre avec de l'eau distillée. Alors, dans le cas suivant, je vais utiliser la relation que tu connais certainement pour les dilutions. La concentration mère sur la concentration fille est égale au volume de la solution fille finale sur le volume de prélèvement. Alors je vais décider pour le volume de la solution fille, qui aura une concentration de 8/10 de la concentration de la solution mère, je vais décider de prendre à chaque fois un volume de 10 ml. Alors là, je remplace la concentration fille que je désire obtenir par la valeur qui est ici, donc Cφ devient 8C0 sur 10, et je le remplace dans la relation. Après, je simplifie par C0, le 10 je le remonte, ça fait 10 sur 8 égale Vφ sur V prélèvement. Si je choisis un volume de solution fille de 10 ml, ce qui sera largement suffisant pour préparer ma cuve spectro, je me retrouve avec Vφ qui est égal à V prélèvement qui est égal à 8/10 du volume de solution fille. Si je choisis volume de solution fille à 10-3 litres, à savoir 10 ml. Donc on se retrouve avec au final un volume de prélèvement de 8 ml. Donc il faut que je prélève 8 ml de la solution mère à l'aide de la burette, et comme la solution fille doit faire 10 ml au total, je vais ajouter 2 ml d'eau distillée. Et ça me permet de faire des dilutions de manière très rapide à la burette. Donc si je pars d'une solution mère de concentration 1,5-10-1, les solutions filles, je fais les ratios, 9/10 de 1,5-10-1, ça me donne 1,35-10-1, et ainsi de suite dans le tableau. Donc les volumes de prélèvement. On retrouve bien ici le prélèvement de 8 ml de solution mère de sulfate de cuivre et l'ajout de 2 ml d'eau dans le bécher. Et je me retrouve finalement avec un tableau qui est relativement simple. Si tu veux préparer une solution fille dont la concentration est de 6/10 de la concentration de la solution mère, il te suffit de prélever 6 ml de solution mère et d'y ajouter 4 ml d'eau pour que le volume de la solution fille finale soit égal à 10 ml. Ensuite, je mesure les absorbances de ces différentes solutions au spectrophotomètre. Donc là, j'ai fait la manipulation. Ça, ce sont des valeurs que j'ai obtenues au spectrophotomètre. Et il ne me reste plus qu'à tracer ensuite le graphique avec l'absorbance en ordonnée, les concentrations en abscisse, et on observe bien cette relation de proportionnalité entre l'absorbance et la concentration. Et là, ça c'est génial parce que maintenant, tu peux arriver avec une solution de sulfate de cuivre dont tu ne connais pas la concentration. Et tu la mets dans ta cuve spectro, tu la mets dans le spectrophotomètre, tu mesures ton absorbance, et en ayant mesuré l'absorbance, tu reportes la valeur sur le graphique et ça te permet d'obtenir la valeur de concentration. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé dans la compréhension de la spectrophotométrie dans le domaine du visible. C'est le même principe dans le domaine de l'UV. Et je te dis à très bientôt pour une vidéo. Au passage, tu peux regarder, il y a une autre vidéo dans
la playlist qui est traitée en TP avec un ordinateur pour montrer comment finalement le mode opératoire. Voilà, à bientôt.